Le face-à-face, bienvenue sur l'émission 72 Sports de retour, donc sur le plateau de l'MTV Sarthe, pour vous parler de sport automobile et de sport virtuel. Et oui, avec Mathis Poulet, bonsoir. Bonsoir. Vous avez disputé la 3e édition des 24 heures du Mans virtuelles qui se tenait ce week-end, retransmise en direct sur LMTV Sarthe. Vous avez peut-être pu voir ce bel événement sur nos antennes. Mathis, vous y avez participé, vous y avez même terminé à une belle 10e place. Une magnifique expérience pour cette première ? Une magnifique expérience, oui. En plus, j'ai été associé à Romain Grosjean et à son équipe R8G. Donc, non, une vraie belle expérience. Ça s'est fait un peu à la dernière minute pour moi en plus. Donc non, effectivement, c'est une très belle expérience avec une belle arrivée dans le top 10. Un événement juste formidable de pouvoir participer aux 24 heures virtuelles et une première épreuve plutôt positive pour moi au niveau mondial, au niveau du sim racing. On vous voit justement sur des images d'Aboun Chamsoudine. Là, vous êtes dans votre chambre au volant donc de ce simulateur et vous avez participé à cette incroyable course qui a réuni de nombreux pilotes pendant 24 heures de course à se relayer en équipe. C'est le même format que les 24 heures du Mans, sauf que c'est du virtuel. C'est du sport tout de même, on en parle dans un instant avec vous Mathis, mais d'abord le résumé complet de cette 3e édition des 24 heures virtuelles, commenté par Bruno Van de Stick. C'est maintenant top le départ des 24 heures du Mans virtuel. Et regardez bien sur la droite de votre écran déjà la très belle accélération de Max Verstappen avec châssis Oreca numéro 1 et qui pourrait peut-être bien avec une accélération très subtile passer. On a eu un très bon démarrage des Porsche Proton Honda dans le classement GTE. Et puis évidemment la course ensuite a connu ses aléas. Décidément le GRI Sport a connu un début de course difficile. Deuxième sortie de piste ici. Et puis ça c'était malheureusement un bug informatique qui a été à l'origine de cette envolée de cette voiture du team Graf que pilotait notamment le manceau Vincent Capillaire. Un petit peu de pluie, une interruption de la course, drapeau rouge, un deuxième départ et là embouteillage à l'entrée du virage de Porsche, les écarts de trajectoire et s'en est suivi effectivement ce contact entre voitures. Voilà, mais là c'est l'avantage du virtuel, c'est qu'en effet personne ne s'est fait mal. À la reprise de la course, eh bien, la tombée de la nuit, voilà, pour bien justement nous plonger dans cette phase ô combien magique de la course, la nuit du Mans et la suite de cette explication avec Redline, encore la numéro 1 qui était en course à ce moment-là, et bien sûr les équipages des Porsche Honda, notamment l'équipage numéro 20 qui a régulièrement d'ailleurs dominé l'équipage de la voiture sœur, la numéro 23. Ça c'est une image aussi avec un petit écart de trajectoire de la R8G Sport au moment où elle rentre au stand, laissant quelque part sa place à la voiture engagée sous les couleurs du team Brabham Sport, c'est la numéro 62. Au retour du soleil le dimanche matin, à la chasse après l'abandon de la numéro 1, la numéro 2, l'Oreca Redline, qui va bien finalement progressivement passer en tête de la course. Une Alpine qui heurte une Porsche Proton Honda à la sortie du virage d'Arnage. Il y a effectivement toujours quelques aléas, notamment la Porsche Honda numéro 23. Voilà, et puis lorsque justement le soleil reviendra, ce que l'on aura, ce sera l'image d'une Oreca Redline numéro 2 qui sera en tête de la course, alors que derrière, on ne s'est vraiment pas fait de cadeau non plus dans le classement des GTE, avec là la Ferrari Sim Maranello numéro 26, qui était au contact avec la BMW numéro 71, Redline qui terminera quand même la BMW en 2e position du classement des GTE. La stratégie dans les stands, vous voyez là aussi, on ne s'est pas fait de cadeau, même à l'heure de reprendre la piste après un ravitaillement et pourquoi pas aussi changement de pilote. La Ferrari numéro 888 a connu une nuit parfaite, une feuille de route parfaitement respectée aussi et à l'heure des premières lueurs du jour, c'est donc elle qui était au commandement de la course et une position de leader qu'elle n'a jamais quittée malgré la vivacité de la concurrence, avec pendant très longtemps aussi une bataille avec la Ferrari Sim Maranello et la Porsche numéro 11, avantage au final d'ailleurs dans le classement des GTE à la Porsche numéro 11 qui termine en 4e position, la Sim Maranello termine à la 6e place. La gestion du trafic,
les écarts de trajectoire. Ça a été une course émotionnelle. Nouvel acte d'ailleurs de ce duel entre la 26 et la 11. Une trajectoire un tout petit peu élargie dans l'entrée de la deuxième chicane des Hunaudières. Une Porsche numéro 11 à sa place. C'est la Ferrari qui a un petit peu payé son audace à ce moment-là. De nouveau une accélération un petit peu trop brutale peut-être pour la GR Sport 86 en sortie d'Arnage. Arnage, c'est là où s'est arrêté d'ailleurs sur casse moteur la voiture de Team Forzilla, la numéro 966. La numéro 2 pendant ce temps devait continuer d'aligner les tours avec là aussi une feuille de route parfaitement respecté. Et derrière, tout le monde a continué d'y croire, puisque rappelons-le, on a eu un top 6 et même un top 7, souvent dans le même tour. Et parmi les équipes qui vont prendre, mais quelque part, le taureau par les cornes pour essayer de terminer en troisième position, le team Alpinisport. Mais malheureusement, Sacha Lehmann, dans les derniers instants de la course, va la tenter ici à dépassement à Mulsanne. Dérapage, effectivement, pouvait quand même en repartir malgré son passage par les graviers. Et malheureusement, devra se contenter de la 4e position, ce qui ne nous empêchera pas de dire bravo le team Alpinisport pour la très belle course que vous nous avez offerte. Première participation, Mathis, une 10e place, vous êtes content du résultat? Ouais, le résultat est vraiment positif. C'était ma première course donc sur le jeu de manière officielle et puis également au niveau mondial parce que comme on a pu le voir dans le résumé de Bruno Van de Stick, on a quand même des noms qui ressortent, les Max Verstappen. On n'a pas forcément cité tous les sim racers qui sont là mais qui évoluent également à l'année dans des championnats mondiaux. Donc un énorme niveau sur cette course. Je ne connaissais pas forcément très bien le simulateur sur ce jeu-là, donc Air Factor 2 qui était la simulation qu'on a utilisée pour faire la course. Et c'est vrai que ça demande des spécificités et d'apprendre finalement assez rapidement, ce qui a été le cas pour moi puisque j'ai été sélectionné dans l'équipage à peu près une semaine et demie avant la course. Donc forcément, ça demandait beaucoup de préparation, qui plus est en plus en période de partiel pour moi dans mes études. C'était assez difficile à gérer, donc je suis content d'avoir relevé le défi. Puis un top 10 dans une course comme ça avec Romain Grosjean en coéquipier, c'est juste top. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cet événement ? C'est un ensemble de choses finalement parce que l'événement est organisé, moi qui ai la chance de rouler en réel dans les championnats européens aussi en voiture de sport, donc en LMP3, en prototype. C'est vrai que j'ai été assez surpris de voir l'organisation qu'il y avait derrière, un peu plus dans les coulisses pour le coup, qui sont forcément moins visibles. Mais finalement l'organisation de la course était vraiment bien faite. Alors oui, il y a eu des petits couacs au niveau du serveur, mais bon, ça c'est le fait qu'il y ait 180 pilotes qui soient connectés partout dans le monde, et c'est vrai que forcément c'est parfois difficile de faire le lien entre tous, mais en tout cas l'événement était vraiment sympathique. Moi qui viens du réel, j'ai vraiment pu faire le lien et le rapport, et c'est vrai que c'est quand même assez réaliste et c'est vraiment plaisant aussi pendant cette période aussi hivernale où il se passe un peu moins de choses pour nous qui sommes pilotes réels de pouvoir continuer ça et d'avoir un peu cet esprit de compétition. C'est vrai que vous parlez de pilotes réels puisque dans chaque équipage il y avait des pilotes professionnels, des pilotes réels sur des vraies voitures de course, et puis il y avait également un sim racer, c'est-à-dire un spécialiste du e-sport, du e-sport automobile. Justement, quelle est la différence entre la course en simulation et la vraie course ? Quelle est la différence entre piloter une vraie course et sur un simulateur comme on l'a vu sur l'image ? Alors c'est vrai que c'est assez intéressant parce qu'il y a cette mixité dans les équipages, donc il y avait moitié pilote professionnel et moitié pilote sim racer, donc on était 4 sur la voiture, et c'est vrai que c'est assez intéressant parce que on a cette habitude, nous, de rouler en réel, d'une certaine façon. Alors, il y a bien sûr tous les fondamentaux, on les retrouve dans le virtuel, mais finalement, il y a plein de petites choses qui sont différentes, finalement, et qui sont vraiment spécifiques au sim racing. Donc, le sim racing, c'est le sport virtuel, on va dire, de notre discipline, qui est le sport automobile. Et c'est vrai qu'il faut, en fait, apprendre... Moi, j'ai pris ça un peu comme un désapprentissage d'une certaine façon parce que je structure ma façon de piloter sur du réel, et quand je la transpose dans le virtuel, c'est pas totalement la même chose. Donc il faut s'adapter, réapprendre d'une certaine façon à piloter, et c'est pour ça que les sim racers sont importants pour nous qui venons du monde réel et qui ont pas l'habitude de rouler en permanence sur les simulateurs, pour justement comprendre un peu comment la plateforme fonctionne et comment on peut l'exploiter au maximum pour être le plus vite possible. Et vous avez fait ça chez vous, Aspect. Qu'est-ce que ça fait de participer à un événement d'une telle ampleur
depuis sa chambre. On voit les images, là vous êtes dans votre chambre, même je crois, si j'en crois Amoun Chamsoudine, en chaussettes quasiment. C'est ça, ouais. Ça fait quoi de participer à un tel événement retransmis en direct sur LMTV, dans le monde entier, depuis sa chambre? Ça doit être particulier. C'est un petit peu particulier, effectivement. C'est vrai que, encore une fois, le parallèle avec le réel est assez flagrant, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément, on est finalement un peu tout seul. Alors certes, on est en communication avec tous les membres de l'équipe, et c'est vrai que le virtuel le fait quand même très bien aujourd'hui, mais c'est vrai que l'atmosphère est totalement différente, et ça a son charme aussi d'une certaine façon, parce qu'on est plus décontracté, on est chez soi, on est à l'aise, on connaît bien le matériel aussi, parce que forcément on l'utilise quand même beaucoup pour se préparer, donc non, c'est une autre atmosphère, mais c'est assez plaisant, et j'ai la chance de faire partie de la nouvelle génération qui est quand même assez habituée à ce genre de technologie, mais c'est vrai que c'est un événement assez important, et de se rendre compte du nombre de personnes qui ont suivi l'événement sur les différents lives, comme vous le disiez, qui ont été retransmis dans le monde entier. C'est vrai que c'est assez important, et de dire qu'on est chacun dans notre chambre d'une certaine façon, c'est assez drôle. Merci beaucoup Mathis Poulet d'avoir été parmi nous dans l'émission 72 Sports. Et puis on reviendra également avec vous dans une prochaine émission, peut-être sur vos ambitions de participer au vrai 24 heures du Mans prochainement. Je sais que c'est un de vos rêves les plus précieux. Un autre invité exceptionnel dans la 4e et dernière partie de 72 Sports, avec Ludovic Ball, qui va nous retrouver en direct sur LMTV Sarthe. C'est Ludovic Ball, l'ancien joueur du MUC 72, l'ancien joueur du RC Lens, du Stade Rennais ou encore du Stade Brestois, qui vient de s'engager avec le club du Sablé FC, club de National 3, actuellement 2e. Un retour en Sarthe donc pour Ludovic Ball, qu'on retrouve dans quelques instants.